Vendre, c'est la vie. Ici, c'est Radio Jab. Salut, moi c'est Sarah. Moi c'est Steph, et Radio Jab, c'est le podcast de la vente. Du bonne conversation, du challenge et du closing. Que ça soit ton métier ou pas, tu sais que tu vends tous les jours. Si t'as un doute, reste avec nous et tu verras. Let's close, baby! Salut chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui c'est un épisode à deux mais pas avec Sarah. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Isabelle Barthes. Salut Isabelle. Bonjour. On s'est rencontrés parce que toi tu es entre autres chercheuse sur le sujet de la vente. Et en France, c'est assez rare. Et donc, on a eu toute une conversation il y a quelques semaines déjà autour de la vente chez Jab, au cours de laquelle je me suis dit, mais pourquoi on n'enregistre pas ça? C'est fascinant pour les gens qui nous écoutent, que vous soyez dans la vente ou pas, parce que la vente touche à plein de concepts qu'on va balayer aujourd'hui. La liberté, le leadership, l'impact, tout ça. Et donc, je t'ai réinvité aujourd'hui pour immortaliser cette conversation-là. Merci d'être là. Eh ben, merci de m'avoir invitée. Je pourrais parler de ton parcours, mais je pense que c'est toi qui vas en parler le mieux. Peut-être sous forme de la question, mais pourquoi tu t'es intéressée à la vente et t'as décidé d'y consacrer une partie de ta vie professionnelle? En fait, c'est vraiment hasard total, comme beaucoup de choses dans ma vie. Je sors d'une école de commerce et mon premier job, je crée, alors à l'époque, années 80, une start-up en Afrique. Et du coup, import-export pour les grands pétroliers, j'ai dû apprendre à vendre. Et puis au bout de quelques années, je suis revenue en France. Et là, envie d'être... curiosité, comprendre un peu ce qui se passe. C'est bien de l'opérationnel, mais ça ne me suffisait pas. Et je suis retournée faire des études. J'ai enchaîné sur un doctorat. J'ai fait ce doctorat justement sur la question de la vente, qui était un sujet vraiment très atypique en recherche déjà à l'époque, et qui n'a pas beaucoup plus de nouveaux doctorants, de nouveaux chercheurs. On est vraiment une toute petite tribu de Mohicans à s'intéresser à ce sujet. C'est fou. Qu'est-ce qui, à l'époque, t'a donné envie de faire ton doctorat sur la vente? C'est un métier que je connaissais, que je trouve que c'est un des métiers les plus complexes de l'entreprise. Quand on le regarde, et je trouve que quand on s'intéresse au très complexe, eh bien, on comprend peut-être mieux le plus simple. Alors, je ne veux pas dénigrer les autres fonctions, mais c'est quand même un métier hyper challengeant, qui touche à tout. Et en fait, des années après, ça continue à être le cas, quoi. Et qui est très, très en phase avec des grandes attentes du monde actuel. Les soft skills commerciaux sont les champions des soft skills. La globalisation, l'ouverture sur l'extérieur, cette capacité à switcher entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Tout est dans la vente. Et il y a un côté aussi mystérieux. Faire un deal, arriver à signer quelque chose. C'est du mystère humain là-dedans, il y a quelque chose. Puis tout le côté aussi sportif, résilience. Je trouve que c'est très en phase avec des choses hyper actuelles. Ouais. Donc voilà, c'était un de mes challenges à moi, de travailler là-dessus pendant des années. Ce que je trouve marrant dans ce que tu dis, c'est que à l'époque de ton doctorat et maintenant, c'est toujours d'actualité. Il y a quelque chose d'hyper intemporel, et on en discutait en préparant l'épisode, entre ce truc qu'on a beau se dire, il y a l'intelligence artificielle, il y a des nouveaux hacks, il y a des nouveaux moyens, et pourtant, les qualités d'un vendeur ou même d'un entrepreneur, comme tu le disais, sont toujours les mêmes. C'est quoi, d'après toi, les qualités qui font un bon sales? En fait, oui, c'est le plus vieux métier du monde, pratiquement. Et quand on regarde vraiment comment ça s'est passé 4000 ans avant notre ère, parce que ça a commencé comme ça, c'était déjà le commerce au loin. C'était pas l'idée de dire c'est la surproduction qui a permis la vente, c'est faux. C'est la curiosité humaine d'aller voir ailleurs, d'échanger. C'est Avant beau. que la monnaie existe, c'était d'abord du troc, après c'était du commerce, et il y a eu ça, quoi. Alors, c'est se déplacer, c'est des échanges de valeurs. C'est ça aussi qui est intéressant. Marco Polo, XIIIe siècle, les marchands de Venise, les conquistadors avec le troc, avec les sauvages, entre guillemets.
Alors, les qualités d'un bon sales, c'est pour moi le goût des autres, Mmh. très important. C'est cette envie d'avoir cherché le Graal, hein, qui va être le deal, comme je disais tout à l'heure. Et c'est vrai que je trouve que ça se rapproche pas mal, en fait, de la conquête sportive sur beaucoup de sujets. C'est un parallèle qu'on fait vachement chez Jam, Ouais, nous. je sais, mais c'est vrai. Ça m'a plu hein, de voir ce que vous faisiez. Et c'est intéressant parce que, tout cet aspect, d'entraînement, de décrocher la victoire qui se rapproche, du sportif, on voit assez peu de gens considérer, la vente comme ça aujourd'hui ou même, depuis toujours. Je crois pas que les gens voient la vente comme un sport. Alors en fait, non. Et je pense que la vente, elle a le problème qu'elle a, c'est que alors si on fait une analogie triste avec le sport, c'est en entreprise, la tête et les jambes. La tête, c'est le marketing. Et Ouais. puis, alors, on pourrait en parler, qui a voulu effacer la vente. Et la vente, c'est les vendeurs. Voilà. Donc, c'est des gens qui n'ont pas forcément grand-chose dans la tête, hein, et puis qui courent partout, qui vont voir les clients. Ça, c'est le cliché, quoi. Ça, c'est le Ouais. cliché, rapporte, hein, rapporte le chiffre d'affaires. Là, il y a quelque chose qui est une comparaison, mais qui est assez triste. Mais c'est vrai que cette comparaison de se dépasser, les notions par exemple de résilience, Mmh. le fameux fail better, hein, Mmh. tomber une fois de plus, mais tomber mieux et innover dans l'erreur et apprendre et recommencer, je trouve que ça ressemble énormément à ce qu'on voit dans le monde du sport. Par contre, je pense qu'il y a aussi une chose dans la vente, c'est que, et ça continue, c'est qu'on l'a vu comme quelque chose, on parle maintenant des soft skills, que du savoir-être. Ouais. Et en gros, suffit de savoir sourire, de taper sur l'épaule, d'être un peu cool. Et alors qu'il y a des hard skills dans la vente, Ouais. des techniques de négo, des techniques de recherche d'infos. Et ça n'a jamais été bien capté. Ouais. Moi, j'ai monté plusieurs masters, deux en vente, en formation continue, en alternance, monter les programmes, voilà, réfléchir à ce qu'on doit apprendre et qui n'est pas forcément que du cœur de métier, parce que justement, il y a des périphériques qui sont hyper porteurs. C'est un vrai challenge, hein, là aussi, et on voit bien qu'on fait progresser des personnes. Alors, c'est comme pour tout, au départ, il y a des dispositions, hein. On est mieux, on peut être bon, mais on apprend et on progresse en tennis, en saut à hauteur, mais en comptabilité, on peut progresser en vente. Et ça, c'est vraiment aussi des questions qu'il faut qu'on se pose. Ouais. Parce que trop souvent, on n'a pas besoin de former. Quelque chose qui n'est pas complètement la vente, mais qui est la relation client. On Ça a en le même fait partie. problème. Ouais, tout On à a le fait. même problème. Même s'il n'y a pas l'acte de vente, on te met devant le client et voilà, tu es censé le comprendre, tu es censé le servir intelligemment. Mais si on ne t'explique pas, si on ne te donne pas les méthodes, et ce côté que soft skills, c'est quelque part quelque chose qui a tué l'idée d'une expertise du métier. Ouais. Je pense que c'est un point, fondamental et l'analogie avec le sport est bonne Mmh. là-dessus à 2 égards. La première, c'est qu'un bon athlète, il est pas juste nous, on aime bien la boxe, hein, Jab, c'est la boxe. Si je prends un bon boxeur, oui, il est bon sur le ring, il a les réflexes, ce que tu compares aux soft skills, mais il a fait toute une stratégie de combat, Mmh. avant. Il a ses stratégies dans sa tête et cetera, qui sont, la partie plutôt hard skills, son expertise. Il sait à quel moment il doit entrer, sortir, contre quel adversaire, quelle tactique il va utiliser, et cetera. Donc je pense que ça, c'est, un premier point. La deuxième chose que je voudrais relever sur ce que tu as dit, c'est, le marketing a voulu effacer la vente. Donc on a un peu la tendance des soft skills qui efface l'expertise et on a le marketing qui veut effacer la vente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, moi, mes recherches m'ont montré qu'en fait, la vente, elle a vraiment une sale réputation depuis qu'elle existe. Quand on lit les philosophes de toutes les époques, le marchand, le commerçant n'a pas. C'est une sale figure, quoi, hein. Et pourquoi? Une sale espèce. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi, mais c'est vrai que c'est le cas, hein. Le marchand n'existait pas dans la cité grecque. Il y avait 3 ordres, les gardiens, les agriculteurs, les artisans. Il n'y avait pas le vendeur, le marchand. Le marchand, c'est quelqu'un qui transforme l'objet ou la chose en marchandise Mmh. et qui ne produit pas. Aristote le disait déjà, il ne produit rien, il est improductif. Il s'enrichit en passant en transformant les choses en marchandises et en les passant d'une chose à l'autre.
Et quand on va à l'international, on a la même chose. Sous les dynasties Han des Chinois, les marchands étaient fonctionnalisés. On va en Amérique du Sud précolombienne, ils étaient en dehors de la cité. On regarde les films, les pièces de théâtre, Mort d'un commis voyageur, on lit Balzac, César Birotteau, on regarde Jean-Claude Convenant à Caméra Café. Et franchement, c'est exact. c'est d'une tristesse. Le marchand a toujours été quelque chose qui était regardé. Alors, pourquoi? Mal. Enfin, pourquoi? Alors, d'abord, relation avec l'argent. Ça, alors surtout dans notre culture judéo-chrétienne, c'est pas une bonne fréquentation, l'argent. Mais je répète, quand on fait des recherches à l'international, on retrouve. C'est drôle que ça transcende la culture judéo-chrétienne. Ouais. L'argent, c'est quelque chose, et surtout la crématistique, c'est-à-dire faire de l'argent sur l'argent. Alors là, c'est de pire que pire. Après, il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est il échappe. C'est quelqu'un qui est libre, le marchand. Je parlais de Marco Polo, il part 15 ans en Chine, et là, le représentant de commerce, alors ça existe moins, mais qui part, on ne sait pas où il est. Voilà, il échappe. Donc, c'est quelqu'un qui gêne. Moi, le nombre de fois, j'ai entendu des dirigeants d'entreprise dire les commerciaux, si je pouvais ne plus avoir les commerciaux à gérer. Et d'ailleurs, tous les systèmes maintenant de traçabilité, qui les mettent dans des petites cases, qui les suivent, alors qu'ils ne rêvent que d'être autonomes, enfin pour beaucoup. Il y a ça. Il y a le fait aussi qu'on continue à faire du commerce, par exemple, pendant la guerre. On le voit là actuellement. Il y a un film extraordinaire, Lord of War, cette personne qui vend des armes alors que les pays sont... Donc ce côté aussi des affinités qui sont des affinités vraiment... Il y a aussi la manipulation. Parce que Balzac le dit très bien en décrivant César Birotteau, qui est un des rares héros de romans qui est marchand. C'est des gens qui manipulent le verbe de l'autre. Il arrive à vous faire dire des choses, puis quelque part, il arrive à vous vendre quelque chose dont vous n'aviez peut-être pas besoin, donc il manipule le désir. Donc il y a tout ça qui fait que on a un petit peu peur, on se méfie, et du coup, c'est vrai que ce que je dis, c'est que dans les années 40, parce que ça a commencé, l'histoire du marketing, c'est fin du XXe siècle, fin du 19e, enfin... Début 20e. Début 20e, pardon. Fin du 19e, on voit apparaître avec toutes les questions agricoles, comment on vend les surplus, etc. D'ailleurs, ça naît plutôt en Allemagne et en Suède, et puis ça repart aux États-Unis. Mais c'est vraiment dans les années 40, avec des statistiques qui commencent à prendre de l'ampleur, que vraiment la science du marketing existe. La première soutenance de marketing, j'avais fait toute l'histoire du marketing, c'est pendant la guerre, en France. Et là, il y a quelque chose de profond, qui n'est pas pensé comme ça. Mais on ne va plus vendre, on va faire acheter. C'est-à-dire qu'on va capter le désir du consommateur, on va savoir ce qu'il veut, grâce aux études de marché, on va concevoir les... Et puis surtout, il va venir acheter. Et on n'aura plus ces vendeurs qui vont, qui nous posent tant de problèmes, qu'il faut gérer. Et il y a une sorte de projet comme ça, d'effacement de la vente. Mais ça ne se passe pas comme ça. Total, un fantasme. Mais moi, j'ai fait des études dans les années 80. Le Kotler, c'est ça. C'est les grands, c'est Procter & Gamble, c'est la promo, c'est la pub. La vente, elle n'existe pas dans les 4P. Oui, elle est nulle part. Il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est que pour tout ce qui est commoditisation, commodité, Procter, etc., à la rigueur, ça peut marcher. Mais le marketing s'efface quand il y a une vraie prise de décision d'acheter, versus des trucs que tu achètes un peu en automatique. Papier toilette, tout ça. Mais on peut après en discuter à l'envie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une sorte de projet comme ça. Et puis ça recommence début 2000. Dans les débuts 2000, les sites marchands, on installe les web, les sites marchands. Et là, moi j'ai beaucoup étudié ça, on allait se passer des vendeurs. Les gens allaient commander en ligne, ils allaient... Alors bon, il y en a beaucoup qui ont oublié qu'il fallait aussi de la logistique. Le vrai métier, c'est la logistique, d'où la bulle Internet qui a explosé, là. Mais c'est vrai que c'était vraiment l'idée, on va plus avoir de force de vente, quoi. C'est... Le rêve. Le rêve. Des gens qui dérangent. Parce qu'ils sont... Et alors, une des caractéristiques aussi du commercial, alors après, il y a le commercial fixe et puis il y a le commercial mobile, mais le commercial, c'est une zone frontière. Il est frontière de l'organisation. Et en fait, c'est un capteur de tout ce qui se passe à l'extérieur. Et il est enquiquinant pour ça, parce qu'il défend les clients.
On dit souvent qu'il est dans le syndrome de Stockholm. Qu'est-ce que tu viens m'enquiquiner avec de remise pour un client? Voilà. Et ça, c'est un vrai sujet. Quand on regarde les histoires des colporteurs, qui étaient des métiers, c'est des gens qui racontaient les histoires d'un village à l'autre. Vendre des aiguilles, du fil ou plein des boutons, c'était une chose, mais on venait acheter aussi pour entendre leurs histoires. Et en fait, c'est des capteurs de plein de choses et ils en savent bien plus que le patron de la boîte sur ce qui se passe à l'extérieur, enfin, s'ils sont un petit peu intelligents, hein. Et ils peuvent ramener énormément d'informations ou les garder pour eux, hein. Ça aussi, c'est Ouais, absolument. Merci pour ça parce que je pense que c'est quelque chose qu'on néglige ou qu'on manque de mettre en valeur, notamment, je pense, aux plus jeunes générations. Bah, la vente n'est toujours pas enseignée, même dans les meilleures écoles de commerce. Quand on demande aux candidats ce qu'ils ont eu de la vente en école, souvent ils nous parlent de leur cours de négociation. Et je crois que c'est à peu près tout, ou parfois de stage ouvrier, vente, quoi. Hein. Et c'est bien dommage de ne pas montrer ces qualités d'interface, de curiosité avec le monde, de toutes ces choses dont ils sont hyper demandeurs, mais qu'on valorise pas dans le métier de vendre. Et de montrer, et nous, chez Jab, on essaye de faire ça, de montrer à quel point c'est un métier hyper stratégique. Tu le disais aussi tout à l'heure, extrêmement challengeant du point de vue intellectuel, personnel. Et qu'en fait, c'est un métier qui est aussi aux frontières du monde de l'entreprise, de la strate, de l'action. C'est un peu la synapse, moi qui aime bien les neurones et la neurologie, etc., qui fait que, tu disais tout à l'heure que c'est... Et qui font passer des choses. Et en neurologie, la synapse, elle connecte les neurones et c'est par là que passe l'électricité. Et cette profondeur-là, on en parle rarement quand on parle du métier commercial. Bah moi, j'avais une autre image, c'était le hub. Ah bah oui, C'est c'est un ça. hub. Ouais, Ouais, c'est le ça. vendeur devrait être. Enfin, alors que c'est pas le cas. Souvent, Ouais. il reçoit les ordres. Ouais. Il reçoit les ordres du marketing, il reçoit les ordres. Et il est dans l'opérationnel. Et souvent, on n'utilise pas à la hauteur de ce qui pourrait mobiliser, on ne l'associe pas suffisamment à la stratégie. C'est vraiment une Ouais. vision souvent. Et ça, il y a eu le marketing stratégique et le marketing opérationnel. Ouais. Hein. C'est ça aussi, c'est ces découpages à la con, hein, franchement, qu'on a eu. Et maintenant, on essaye de rassembler un peu les choses. Enfin, il y a quand même des courants qui essayent de rassembler les choses, mais le commercial est quand même à la traîne, hein, par rapport à d'autres Bah, fonctions. vachement, surtout, je rebondis sur ce que tu dis. Moi, je vois vachement le taylorisme, fordisme de Tout la à vente fait. avec les SDR. Mm. Après, enfin, honnêtement, moi, j'ai pas du tout eu d'éducation à la vente en école de commerce et je suis arrivée dans ce monde-là par Jab. Et du coup, je me retrouve face à plein de startups qui font copier-coller de Salesforce San Francisco des années 2000, quoi. Alors là, j'ai SDR, ensuite BDR, ensuite KAM, enfin tous ces acronymes où je dis, c'est quoi l'alphabet dans tous les sens là? Et de découvrir en effet le manque. Et aussi, du coup, c'est participe de la dévalorisation du métier sales parce que quand ton seul job, c'est de passer des appels à la chaîne et que tu es objectivé sur passer 150 appels et qu'en fait, tu n'as aucune visibilité sur derrière l'impact, on en parlera, sur le client, voire même est-ce que c'est assigné et que tu n'es pas non plus incentivé là-dessus. C'est pas des jobs qui sont fleurissants pour toi, tu vois. Genre. Ça m'a paru hyper bizarre quand on arrive justement avec un œil un peu extérieur, le sens commun, tu vois, de se dire mais comment c'est organisé ce métier qui est censé être hyper stratégique? Ils ont fait du Charlie Chaplin dans l'usine, quoi. Bah, en fait, c'est une tendance dans beaucoup de métiers, mais Ouais. dès qu'on commence à découper comme ça, comme tu dis, une façon un peu tayloriste, un métier, c'est que en fait, on veut rendre les gens substituables. On Eh ouais. leur fait passer le message: «Tu es substituable. Tu sais, tu as un petit job». Le job, hein, c'est le morceau de tissu, hein, Ouais. et tu es substituable. Et c'est vrai que sur la vente, comme c'est profondément humain, comme il y a la notion de confiance, de relation, et cetera. S'il partait avec les clients, s'il avait de l'info, ouais. Donc plus on découpe, plus on sait que il y aura pas ça, quoi. Et ça, du coup, ça appauvrit les métiers. Alors tous les métiers, mais le métier de la vente particulièrement.
C'est marrant ce que tu dis parce que c'est le serpent qui se mord la queue, parce que c'est aussi un des métiers où on est le plus à la recherche de talent. Enfin, moi, le nombre de fois que j'entends par jour nos clients, mes relations dire ah, je cherche un super sales, etc. Et en même temps, face à ça, avec une structure qui n'est pas alignée avec cette idée d'investir dans les gens, de donner de la stratégie. Donc, on est face à un truc pour moi qui est. Voilà, c'est la poule et l'œuf, quoi. Par où on commence? Parce que si on donne pas des jobs où les gens peuvent se projeter, où on investit sur eux par crainte, ben, ça va jamais marcher, on va jamais avoir les meilleurs talents et les meilleurs talents ne vont jamais s'intéresser à un truc où, ils se disent: «Génial, mon parcours de SDR, BDR, key account manager». Enfin, personne ne se dit ça. Ouais, ouais, la vente est vraiment réduite à, en effet, l'échange, d'afflux informationnels, produits-services contre influx financiers. C'est sa définition, hein, il faut être clair. Ouais, Mais du coup, je le paye bien, je lui donne des primes et basta, quoi. ouais. Et en effet, cette richesse qu'il pourrait amener, elle est rarement exploitée. Alors, sûrement des contre-exemples, des entreprises qui sont un petit peu plus, intelligentes que Il y en ça. a, c'est nos clients. Bravo! Est-ce que je leur mets un petit jingle d'applaudissements? Ouais, mais c'est pas si. Et alors, quand on rentre dans les métiers très techniques d'ingénierie, Ouais. alors là, c'est la petite couche, de le petit vernis, je répète sympa, machin, et tout est dirigé sur, l'attaque, quoi. Mmh. Et on n'a pas une appétence à véritablement, développer les relations, et d'ailleurs souvent les ventes se font pas parce qu'on est entre techniciens, entre ingénieurs, et on va pas jusqu'au bout du truc, quoi. Et Parce ça, que c'est un autre point, mmh, mmh, hyper intéressant. On le voit pas mal dans mmh. les startups qui ont des produits un petit peu complexes et je crois que on peut faire un petit premier appel aux gens qui nous écoutent là, arrêtez de découper, le métier de vendeur. Investissez sur les gens, c'est à contre-courant ce qu'on est en train de dire Mmh. dans une Mmh. époque, Ouais. qu'on traverse. Mais je crois que la vraie valeur, elle est là, En fait, quand on y réfléchit, le client, je vais rester sur du client, du B2C, enfin, ou il est complet, le client. Il se divise pas en petites tranches de avant-vente, vente, après-vente. On en souffre tous de ça, c'est complètement débile. On a eu le mec qui nous a vendu, puis après on a le mec qui va nous ouais, réparer. Enfin, on a envie d'avoir cette notion d'interlocuteur, de, ouais, de suivi, de vision de la personne complète. On est des personnes, on n'est pas des petits bouts, ouais. d'individus. Et quand on regarde le client, si c'est débile de fonctionner comme ça, C'est très vrai ce que tu dis. Je pense que, il y a ce truc qu'on ne dit pas assez, la vente, c'est toujours par rapport à un client. Et c'est vrai que parfois on perd ça de vue, être au service des clients et moi je sais qu'on se challenge, régulièrement chez nous là-dessus, c'est toujours se refocus sur les clients et quand tu pars de ce prisme-là, comme tu viens de le faire, mais en fait, il y a plein de trucs qui semblent, évidents qu'on devrait mettre en place, qu'on pourrait faire différemment et je crois que c'est aussi ce qui rend, le métier de la vente beau. Tu le disais tout à l'heure, c'est la relation à soi, la curiosité de l'autre, comment faire réussir l'autre. Nous, on est dans le coaching, donc la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on fait réussir, nos clients? Et d'ailleurs, notre équipe, sales chez Jab, tous les lundis, ils ont forcément leur réunion commerciale qui est en 2 parties, hein, qui est toujours comment on gagne plus de clients, mais surtout comment on fait mieux réussir nos clients actuels. Et c'est partie intégrante de, la réunion de vente parce que je crois que la vente, elle s'arrête pas non plus à l'acte d'avoir signé un devis, hein, et derrière, en fait, tu parlais de la relation client en disant: «Ben, c'est moins de la vente». Moi, je trouve que ça en fait partie parce que derrière, bien c'est de la sûr. Mmh. fidélisation et cetera. Mais, rien que de se dire, pour les gens qui nous écoutent, de se challenger, de se dire: «Tiens, mais est-ce que ma vente est bien basée sur faire réussir mon client?» Ça peut déjà challenger pas mal de trucs sur le rôle des sales, dans une organisation, dans une Mmh. boîte. C'est clair. Oui, oui. Tout à l'heure, je parlais de relations clients, parlais des métiers de la relation client, où il n'y Oui, a pas l'acte de vente, ouais. parce que là aussi, on parle de vendeurs, mais en définitive, quand on regarde la variété de tous les métiers, de la vente, il y a beaucoup de gens qui ont le titre de sales, de commerce, mais qui n'ont pas d'acte de vente. Ouais, c'est vrai. Je pense à tous ceux qui travaillent pour la grande distrib, ils vendent plus rien. Ouais. Ils accompagnent, ils font du merch, ils font de la relation, il y a pas l'acte de vente, hein, et ça existe quand même dans beaucoup Ils sont au de métiers. pilotage de Ouais, des en métriques. appui, ouais, ouais, Ce que je trouve intéressant, j'aimerais transitionner sur ce sujet d'ailleurs, sur les gens qui, hem, n'ont pas d'acte de vente, mais qui, devraient en avoir ou qui en font sans le savoir. C'est-à-dire, les managers, les dirigeants, à qui, quand on dit le mot vente, ils disent: «Ouh là là, moi je surtout je fais pas de vente» et pourtant
ils vendent quand même et sans s'en rendre compte? Ou alors, quel est leur rapport à la vente de ton expérience? Hem, je dis ça parce que nous, on propose la vente pour les dirigeants avec cette conviction forte que, ben, il faut assumer le fait que même quand on dirige, on vend. Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi? Bah, on dit souvent que le dirigeant est le premier vendeur, de son Ouais, entreprise. Mais c'est vrai que c'est pas ça qui va le faire, comment dire? Qui va le faire, mousser ou lui donner envie ça ou fait pas kiffer, quoi. non, ça fait pas kiffer d'être le premier vendeur, enfin, c'est rare, j'ai rarement Ouais, entendu et d'ailleurs, il y a peu de dirigeants qui viennent de la filière commerciale, ouais. hein, c'est plutôt la filière financière ou ça, c'est aussi une vraie, C'est un symptôme, ça. ça, c'est ouais, ouais, c'est vraiment, quelque chose qu'il faut regarder, hein et qui est la réalité. Ouais. C'est-à-dire, rentrer dans la fonction commerciale, c'est rare qu'on puisse arriver ensuite, aux plus hautes fonctions, dans les entreprises, surtout de grande taille. Ouais. Et c'est vrai que eux, non, c'est autre chose. C'est, de la socialisation, c'est du networking, c'est, voilà, mais c'est pas cet acte qui est, «Donne-moi l'argent, je veux pas savoir, c'est sale». Non, mais c'est ça, hein, Ouais. c'est sale, c'est pas, il y a quelque chose du geste, qui reste, je pense, dans les représentations, le marchand de tapis, et il y a quelque chose de ça qui reste dans notre, inconscient collectif Mmh. et qui fait que, bah, on doit être au-dessus de ça. On doit être au-dessus, il y a sûrement aussi des représentations aristocratiques versus les bourgeois, hein. Ouais, c'est Les vrai. aristocrates, ne touchaient pas à l'argent, évidemment ne travaillaient pas, mais c'est vrai qu'on a vu arriver des bourgeois qui finançaient, hein, et Ouais. qui tenaient à bout de bras les États, parce que, souvent les caisses étaient vides, mais qui étaient regardés avec le plus grand mépris, hein, ils travaillaient, ils brassaient de l'argent et c'était, ouais, c'est quelque chose qui continue à exister, je pense, dans notre inconscient collectif. Oui, ça tire vraiment de ça et je trouve que, il y a aussi un truc à jouer là-dessus, alors moins dans les grosses entreprises, tu vois? Type, tu mentionnais la grande distrib et ce genre de trucs, mais de ce que je vois de nos clients ici, un dirigeant qui a commencé par la vente ou qui, bah, parce qu'au début, pour remettre un peu de contexte, nous, Jab, Bien notre sûr. cœur de métier, on accompagne, des entrepreneurs à faire, leur 1er million de chiffre d'affaires, quoi, en gros, en B2B, hein. Ouais. Heu et en fait, ce qui je trouve hyper intéressant, c'est comment derrière ça informe tout leur leadership sur ensuite, bien sûr, leurs équipes commerciales, mais sur leur entreprise, au global. Et je crois qu'il y a quelque chose, à gagner sur cette idée de comment est-ce que la vente, ça t'aide aussi à travailler ton leadership? Parce qu'il y a plein de choses, dedans en réalité. Tu essayes d'avoir un leadership sur, ton interlocuteur, à qui tu fais une vente, d'essayer de le faire passer en action, d'essayer de le challenger, de lui montrer des problèmes et cetera. Et je pense que tout le monde, et particulièrement des dirigeants, peuvent, infuser un peu de vente dans leur leadership. Est-ce que c'est quelque chose, que tu vois, toi? Comment est-ce qu'un leader qui nous écoute, qui se dit: «Ben, moi, je suis CEO de ma boîte» ou peut-être je suis même, head of sales ou peut-être que rien à voir, je ne touche pas à la vente, mais comment est-ce qu'il pourrait, utiliser la vente pour mieux, travailler son leadership? Mot que je viens de dire 12 fois. Alors, c'est un peu pour moi une autre question, mais elle est Vas-y. intéressante. Mais voilà, moi je travaille beaucoup sur les questions de leadership et de management. Et c'est vrai que je crois qu'il y a une chose. D'abord, le leadership n'est pas le management. Ah, Les man- distinction. Distinction. Mais c'est une pas une distinction. Par contre, je pense profondément, comme d'autres, hein, Mintzberg entre autres, qu'un manager qui dure doit avoir une partie de leadership. Moi, j'ai toujours le manager, il a ses trois tiers. Un tiers leader, un tiers manager et un tiers coach. C'est-à-dire, il y a des moments de la journée où tu es leader, au sens t'embarques tes équipes, tu fais un discours. Des moments où tu fais ton planning, ton budget, là, c'est optimisation des ressources, Ouais. management. Et puis, il y a des moments, ah bah tiens, tu as une sale mine, on va aller boire un petit café ensemble et tu vas me dire un peu ce qui se passe, coach. Donc il y a déjà, ça. Ensuite, un leader pur en entreprise, franchement, quand on recherche, les exemples, on tombe toujours sur les 3 mêmes et c'est pas des vrais managers, Ouais. Steve Jobs, Carlos Ghosn, Elon Musk, hein, je crois qu'on a fait le tour, ça y est, de la question. Et en fait, c'est même pas souhaitable, hein. C'est bien une vision, du charisme, voilà, mais le sens, on confisque le sens, on se retourne, il n'y a plus personne. Voilà, à moins de faire un tandem comme,
On a pu avoir Yves Saint-Laurent avec Berger, ce qui est un tandem intéressant. Ouais, Et c'est ça ce que existe j'allais rarement. dire. Ouais, ouais. Ça existe rarement. Ça existe vraiment dans des métiers un peu spécifiques comme la création. Mais du coup, moi, l'idée que j'ai, enfin que je plaide, et je pense que j'en ai la preuve pratiquement tous les jours, c'est que le management est un vrai métier. Un vrai métier. Et que pour devenir manager, par exemple directeur commercial, manager de vente, il faut faire le deuil de son expertise. C'est très dur à entendre. C'est intéressant, ça, ouais, explique un peu. C'est-à-dire que, et malheureusement, les entreprises continuent à faire l'erreur. Le meilleur vendeur ne sera pas forcément un bon manager. Le meilleur ingénieur dans son équipe ne sera pas forcément le meilleur manager de son équipe. Le meilleur chercheur d'un labo ne sera pas le meilleur directeur du labo. C'est un métier en soi. Il y a des compétences là aussi qui sont très spécifiques au management, ça s'apprend, mais ça veut dire aussi qu'on renonce à sa part d'expertise et à être the best. Et c'est un deuil. Et si on ne fait pas ça, eh bien ce que tu disais, faire grandir les autres, les faire réussir, faire grandir les talents, eh bien on rate. Hein, on n'est pas le bon manager. Et si on veut, ce que font beaucoup d'entreprises, tu restes grand compte et en même temps tu es le directeur, c'est foireux quoi. C'est foireux parce que le challenge n'est pas de même nature. Par contre, c'est vrai que je pense que c'est ce que tu essayes de me suggérer, c'est que ce métier de la vente, il donne des qualités relationnelles et puis même des qualités stratégiques, c'est ce que tu disais, qui peuvent porter vers déjà un management d'excellence. Je parlais de la résilience, du goût des autres, la capacité d'écoute, l'empathie, la recherche de solutions communes. Enfin, si on fait... c'est exactement ça, une cartographie de ces compétences-là. On est certainement, je dirais, mieux préparé au management que peut-être quelqu'un qui serait un excellent comptable ou un excellent, je disais, ingénieur. C'est vrai, il y a quelque chose de ça. Mais malgré tout, pour être un manager, un très bon manager, il faut oublier d'être un super vendeur. Ah, ça, c'est quand même un point que je voudrais creuser. Pas facile. Non. Parce que ce que tu me dis là, c'est, OK, j'ai une équipe de sales, j'ai mon top performer. En effet, moi, naturellement, avant d'écouter cet épisode, je me dis, ça sera lui le manager de l'équipe. Qui je recherche, du coup, si j'ai mon équipe de sales en place, qui sera le bon manager pour une équipe de sales ? Alors, si on le garde, c'est quelqu'un qui sera capable d'embarquer les gens, mais en étant au service des gens. Le management n'est pas un métier de statut et de pouvoir, c'est un métier de service. Et ça, tant qu'on n'a pas compris ça, on passe à côté du truc. Tu fais bien de mettre ce sujet parce que j'ouvre une petite parenthèse sociétale, mais moi, j'ai l'impression dans les gens qui m'entourent, c'est vraiment, j'ai accédé au statut manager comme un gage de valeur. Et si tu manages pas, tu plafonnes un peu dans ta vie. Tu vois, nous, on a une structure assez flat chez Jab, on est une dizaine. Je manage pas spécialement d'équipe. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise « Attends, mais t'as plus de 30 ans, tu manages personne ?» Oui, et donc le management était très, très valorisé. D'ailleurs, les écoles de commerce sont devenues des écoles de management. Puis un jour, elles deviendront des écoles de leadership. Mais c'est vrai que tu as tout à fait raison. C'est une façon d'avancer. Or, quand tu regardes, tu peux avoir des avancées de carrière sur des expertises qui sont excellentes, et particulièrement dans la vente. L'autre jour, je discutais dans l'univers d'Atech avec un directeur général d'une très grosse boîte. Il me disait, mais c'est dommage, on a des super vendeurs. Ils gagnent plus que le patron. Déjà, ils ont des salaires absolument énormes. Ils s'éclatent. Puis un jour, ils vont au management parce qu'en effet, dans leur représentation, on réussit quand on est manager. Et ils ne sont pas des très, très bons managers. Bon, bien sûr, ils perdent souvent en salaire. Et puis, la contribution globale à la boîte, elle est moins forte, quoi. Et ça, je pense qu'on oublie trop souvent dans les écoles, dans les universités, de dire qu'on peut avoir des carrières magnifiques sans passer par le management. Et on peut détester manager. On a le droit. Ah, voilà. Alors là, moi, oui. Et en fait, beaucoup de gens confondent être chef de bande et être manager. Être chef de bande, c'est une chose. Ah ouais, je monte mon équipe, allez les gars, on y va. C'est pas du tout du management, ça. Management, c'est ingrat, c'est ingrat. Et quand on y regarde un petit peu, qu'on gratte, c'est difficile. Voilà, donc que ce soit dans la vente ou ailleurs. Et dans la vente, ce switch, il est souvent très mal fait.
Mmh. Ce que je trouve très intéressant dans ce que tu as dit, c'est le point que tu as mis sur l'expertise. On ne valorise plus, l'expertise justement sur l'autel du management. Si je reprends ce truc, c'est le management a voulu effacer l'expertise. Enfin, tu vois? C'est pas faux. Le management, c'est en fait être expert de rien. C'est Mmh. savoir déléguer. C'est savoir dire aux gens, bah, t'es meilleur que moi sur un sujet, vas-y. C'est ça le management. Mmh. En effet. Et ça veut dire aussi que peut-être au bout de 4-5 ans, on a donné, on retourne. Et ça aussi, ces passerelles, elles n'existent pas assez dans les entreprises. Absolument. Hem, Petite question, du coup, on parle de leadership, mais au service de quoi? Et souvent une tendance que je vois dans l'air du temps, c'est cette question de l'impact environnemental, l'impact sur la société et par rapport à toutes les représentations, qu'on a énumérées avant, la vente, c'est l'anti-impact, c'est-à-dire ou c'est l'impact négatif. C'est-à-dire, on va pousser, à la surconsommation, moi je veux pas faire de vente parce que j'ai envie d'avoir un impact positif sur le monde, heu alors que voilà, quand on creuse, peut-être que vendre finalement, par les soft skills que tu développes, par cette, vendre la bonne chose à la bonne personne, c'est-à-dire si on revient aussi à une définition, de vente que nous on a, qui est cette vente de, ben, aller chercher un problème important et en effet par une transaction financière, mais le solutionner, en fait c'est génial et si on remet en plus cette approche, d'être centré sur le client dont on discutait, finalement, vendre, c'est quand même le truc le plus direct pour avoir un impact, positif sur le monde, non? Alors, un impact qui n'est pas forcément positif, hein, on est d'accord. On est Hein, d'accord. voilà. Un impact, ça déforme, ça fait Ouais, bouger des lignes, ça déforme, c'est ça vrai. met les gens sur des rails différents, ça leur donne des représentations différentes. Alors, c'est bien quand c'est for good, hein, mais on peut avoir beaucoup d'impact. Là, on le voit actuellement hein, dans un monde plus politique, mais et pas forcément positif. Déjà, dire que impact. Bon, après, on est dans ce paradigme de l'entreprise. Hein, on va revenir à Oui, l'entreprise, acteur sociétal. oui, Hein, c'est-à-dire que on est en société et l'entreprise. Alors, elle a son rôle à jouer, et ça, il faut vraiment le garder. Quoi. C'est du développement économique. Hein, elle ne peut pas tout faire, mais n'empêche qu'elle croise des chemins. Elle croise des chemins politiques, elle croise des chemins sociétaux, et en plus, on le voit beaucoup dans nos univers, en tout cas capitalistiques, c'est un acteur important. ouais. C'est-à-dire que les théories de l'organisation croisent les théories de l'institution. Hein. Je ne sais pas, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur la lutte contre les discriminations. Les entreprises ont fait des choses, on va parler de la France, superbes. Et puis après, l'institution prend le relais. Ouais. Mais pour que ça soit pérenne, il faut aussi l'institution, il faut aussi la loi. Voilà. Mais n'empêche que les entreprises, on attend peut-être d'ailleurs trop d'elles. Elles n'ont pas tout à faire. Et elles se sentent avec ce qu'on appelle la RSE, hein, la responsabilité, alors maintenant on dit sociétale des organisations, enfin là où la responsabilité sociale des entreprises, elles se sentent quand même incarnées. Ouais. Et il y a une chose très, très symptomatique, c'est la loi Pacte, qui leur donne aussi des moyens hein, de ces ambitions-là. Donc on est dans ce paradigme-là, et en effet, l'entreprise, elle a son rôle à jouer. Alors après, deuxième chose, de ce que tu dis, problème de l'environnement. Quand même, ça commence à chauffer. Hein. Ouais. Sans mauvais jeu de mots, il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, l'entreprise un peu intelligente, ou pour des raisons morales, incarnées par les dirigeants, veut réduire son impact négatif ou avoir un impact positif. Je pense qu'on est plutôt malheureusement dans la réduction de l'impact négatif. Peut-être commencer par ça. Voilà. Et elle se dit, je vais mettre en œuvre des choses pour... voilà. Alors, la vente, du coup, je suis d'accord, elle est en tension avec ça. Parce que la RSE, particulièrement vis-à-vis de l'environnement, parce qu'on a aussi toute la RSE sociale, hein, Ouais. il ne faut pas l'oublier, elle est très oubliée hein, par les entreprises, mais bon, on va parler de l'environnement. C'est quelque part, c'est la déconsommation. Ouais. Hein. Il y a pas à tortiller, hein, c'est la déconsommation. Alors, on peut avoir le recycling, on peut avoir le upcycling, on peut avoir des choses, mais à terme, c'est quand même moins consommé. C'est consommé au bon moment, plus Consommer mieux. juste, Ouais. mieux, mais moins. Et c'est vrai que là, la vente, telle qu'on se la représente, mais c'est plus, toujours plus. Donc il faut qu'on arrive intelligemment. Je pense que les entreprises qui ont compris
le 21e siècle, c'est ceux qui vont réussir à réduire cette tension entre toujours plus, un chiffre d'affaires qui augmente sans arrêt, et l'impact positif sur l'environnement. Et je pense qu'il y a des pistes. Je pense Absolument. qu'il y a des pistes. Et je crois que c'est la question la plus intéressante pour moi dans le domaine business dans lequel on est, parce qu'on le voit, hein, cette tendance de fond à la déconsommation, la décroissance, etc. Et pour autant, il y a quelque chose qui me dit que c'est pas là-dedans qu'on va trouver la solution, qu'il y a une sorte en effet, tu le disais, de réduire la tension, parce qu'elle existe, hein, entre vendre, acheter et cette tendance de décroissance. Mais moi, j'aime bien les 1 + 1 = 3, tu vois, comment est-ce qu'on dépasse les contradictions. Et assez peu de gens se posent cette question-là. Les gens pensent vachement en termes très manichéens, quoi. T'es d'un côté de la barrière ou de l'autre. Et je crois que c'est important de garder ce dialogue ouvert, de se dire, et si on arrivait à faire collaborer les deux, ça donnerait quoi? Alors, en fait, je pense que les visions sont très pauvres. Ouais. Les esprits sont très paresseux. Déconsommer, c'est moins vendre, c'est... Voilà. Et je pense, là, je suis en train d'y travailler là-dessus, justement, où je dis la compétence du 21e siècle pour un vendeur, c'est savoir ne pas vendre. Oh, ça veut dire quoi, ça? Ouais, c'est provocateur. Ça se veut provocateur, mais en fait, c'est la notion de sobriété commerciale. Et on peut y arriver. C'est-à-dire vendre, alors je disais du recycling ou du upcycling, mais qui devrait avoir une fin, parce que quelque part, on devrait avoir moins de choses à recycler, et que ça soit pas du vernis, comme on le voit, la vente seconde main, mais qui ait la bonne conscience de l'achat supplémentaire. Hein. Mais après, il y a aussi, surtout, alors je parle de l'acte de vente, vendre juste la bonne dose, au bon moment. Savoir dire, vous n'en avez pas besoin. C'est important, ça aussi. Savoir vendre des choses beaucoup plus chères en vendant la réparabilité. C'est-à-dire avoir un rapport différent à l'objet, respecter l'objet, le réparer. On le voit beaucoup dans le domaine du luxe, la transmission. Mais par contre, le chiffre d'affaires peut augmenter parce qu'on accepte de vendre plus cher, d'acheter plus cher aussi. On peut avoir des choses qui sont autour de l'expérience, hein, savoir raconter des beaux récits. Absolument. Et là aussi, c'est les objets. On regarde les objets, un stylo, c'est rien, mais un objet, ça peut être un symbole fort. Il y a peut-être beaucoup de choses à raconter. Et le bon vendeur du XXIe siècle, c'est peut-être quelqu'un qui sait raconter des belles histoires. C'est déjà le cas, hein, mais voilà, qui... Pas du pipeau, des belles histoires. Tout à fait. Non, mais je crois que la nuance est importante. Et la nuance est essentielle. Et je pense qu'on a comme ça plein de choses qu'on sait déjà faire et qui font que on peut avoir un business model qui se met en place autour, justement, j'ai envie de dire, des valeurs, de l'environnement et de cette énergie que ça peut avoir, et pas uniquement de dire on va arrêter de consommer, on va produire des objets plus sobres, moins complexes, qui ne sont pas obsolètes. Là, et là, je pense qu'en effet, les vendeurs, ils ont un autre récit à apporter. Et pas d'être dans ce paradigme de l'infini, du toujours plus, mais ça renvoie à d'autres choses. Hein. Ça renvoie aussi au fait que consommer, c'est pas un statut social, que je n'existe pas parce que je consomme et que je consomme plus. Mais même moi, j'essaye d'être cohérente avec ça. Je vois l'autre jour, quelqu'un m'a parlé d'un cadeau de naissance et m'a dit, j'ai fait une liste de naissance, je veux que du seconde main. Je me suis dit, zut, offrir un cadeau de naissance en seconde. Et c'est elle qui a raison. C'est elle qui a raison. Mais ça veut dire que le switch dans la tête, hein, il est compliqué. Et justement, le vendeur, ça va être un challenge extraordinaire dans les 10 ans qui viennent, de dire, attendez, je vous appelle pour vous dire que vous consommez peut-être un peu trop et je vais vous donner des conseils pour moins m'acheter. Et je pense qu'on s'y retrouvera, parce qu'il y aura peut-être moins de pubs. Il y aura peut-être moins de médias, il y aura peut-être moins d'énergie, il y aura une production plus sobre, et on s'y retrouvera en termes de développement économique. C'est marrant parce que nous, on est des fans de Nike chez Jab, et Julien m'a envoyé une photo de ses chaussettes. Et sur chaque chaussette, il y avait un slogan. Il y en a une, c'était Use more, et l'autre, c'était Buy less. Parce qu'ils font des chaussettes en matière recyclée maintenant, et ils sont sur cet axe de la durabilité. Hein, c'est ça. Et c'était intéressant. Il me dit, mais voilà un bon slogan pour Jab, et comment on se l'applique, nous, dans la vente de services, tu vois, où c'est un petit peu différent, parce qu'il y a moins le rapport à l'objet, mais c'est ce paradigme-là où
nous aussi, on est en tension parce qu'on veut que les gens vendent et en même temps, on est là, voilà, pas vendre des conneries, même sur le temps, même sur les services des gens, de challenger nos clients sur revenir sur la valeur. Et ce que tu disais sur le storytelling, pour moi, ça raccroche énormément à ça. C'est-à-dire que un stylo, sa valeur n'est pas que le fait d'écrire. C'est l'artisan qui y a mis du temps, etc. Et dans tous les secteurs de la vente, se poser cette question-là. Et ça me fait penser à l'anecdote des chaussettes Nike. Comment on réconcilie le métier de la vente et le fait de vendre et la croissance économique avec ce use more, buy less. C'est quand même le challenge hyper stimulant, je trouve, du futur de notre métier. Ah, mais là, moi, je trouve que c'est ça le vrai shift. Mm. Pour moi, le shift, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est intéressant, mais je veux dire, c'est un avatar de plus Ouais. sur un sujet assez commun qui est la data. Et mais pour moi, le vrai shift, c'est ça, c'est complètement pivoter, aller vraiment dos à la barre sur ne pas vendre, enfin vendre de façon sobre, Ouais. et compter là-dessus parce que je pense que ça peut avoir des effets d'entraînement extraordinaires. Ouais. Et là, en effet, on a un impact positif. Ouais, vendre de Et façon authentique. authentique. Ouais. Et c'est vrai que là, moi, j'ai regarde, je suis avec toi, on a toutes les deux un bic merdique en plastoc qui est soi-disant, alors en plus qui fait de la pub, mais je pourrais avoir un stylo, et c'est con à dire, comme mon grand-père en avait certainement enfin en avait un, et puis on remplit avec de l'encre et on l'a Tu payé prêches à beaucoup une plus convaincue, cher. hein. Et Moi, voilà. j'ai ça. Donc, Ouais, non mais dans mon journal, j'écris qu'avec des stylos plumes ouais, de bonne marque, etc. J'adore ça. et c'est vrai que on en achète un dans sa vie. Il est réparable. Alors, il y a des choses qui se font. L'autre jour, je voyais, il y a une grande marque de pneus qui vend maintenant de plus en plus des pneus chers, mais réparables. Ouais, très intéressant ça. Ouais, c'est intéressant. Mais de plus en plus, je Ouais. pense que on commence. Et il ne faut pas le voir comme de la décroissance. Il faut le voir comme une stimulation créative. Et ceux qui réussiront, ils auront un temps d'avance sur les autres. Ça, j'adore. Je rebondis là-dessus parce que moi, j'ai du mal avec ces trucs de décroissance. Et j'y crois pas parce qu'il y a une vision, et j'en parlais avec une amie, il y a une vision hyper pessimiste de fin du monde, pas stimulante créativement par rapport à ce que tu viens de dire, où tu dis, ah ça me donne envie de créer, d'innover, de trouver des solutions, versus tout un discours qui est porté de faut tout arrêter, tout ce qu'on fait est mal au lieu de repenser. Enfin, je pense à ça parce que ce truc de se dire c'est une source de créativité et de remettre les bonnes valeurs au bon endroit, bah ça c'est kiffant et ça c'est stimulant. Et c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur? Ouais. Est-ce que c'est d'entasser 12 paires de chaussures dans un... Parce que c'est ça notre... Mais non, mais pour moi, oui. Oui, non, mais c'est comme Non, mais bien ça. sûr. Non, mais l'idée, c'est vraiment réfléchir à nos croyances profondes. Ouais. Si nos croyances profondes, c'est j'existe parce que j'ai 12 paires de chaussures et que le lundi j'en ai des bleus, le mardi, et que je rachète et que plus je cumule et plus... Si c'est ça, ben oui. Non, il faut vraiment faire un shift complet et revenir à des choses où la valeur, c'est peut-être le temps, Ouais. c'est d'autres choses. On peut prendre des exemples. On a multiplié les repas qu'on commande, Uber Eats, etc. Ouais, Deliveroo. Apprendre à refaire. On en a parlé un peu pendant le confinement, puis on a tout de suite oublié. Et voilà, c'est des choses comme ça. Et ça peut avoir. Et c'est pas de la nostalgie, mais c'est regarder les choses différemment, Ouais. donner de la valeur à des choses qui en ont. Parce que on est actuellement dans quelque chose qui est une aporie, quoi. On va dans le mur. On va dans le mur. Donc, il va bien falloir qu'on invente des choses nouvelles pour ne pas tomber de la falaise, quoi. C'est quelque chose qui est essentiel. Et je pense que le narratif peut énormément nous aider. On le voit, on a des influenceurs, on a des rôles modèles, des gens qui arrivent à nous raconter des choses, qui arrivent à faire changer le regard sur la consommation, sur les personnes. Et ça, on peut le travailler. Et ça, le rôle du vendeur, qui est quelque part oui, je disais le capteur, mais aussi le messager. Ouais. Hermès, dieu des voyageurs, des marchands et des voleurs. Voilà, c'est celui aussi qui voyage, qui parle aussi, et qui sait se mettre à niveau des personnes et avoir la bonne parole, parce que c'est ça aussi la figure d'Hermès. Et là, je crois que c'est maintenant, on peut s'y mettre. Et c'est de l'intelligence. Absolument. Je pense que c'est un bon endroit pour conclure. Ouais. Merci beaucoup pour cette perspective que tu as abordée aujourd'hui avec moi. Je pense que tu as dit les mots, c'est-à-dire pour raconter, pour réinventer des nouveaux récits.
il faut cette profondeur dont tu nous as apporté des éléments hyper précieux aujourd'hui. Il faut se poser des questions. C'est ce qu'on essaye d'encourager les gens à faire. Et si je peux me permettre, Ouais. tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui fait un bon sales. Ouais. Pour un bon sales, pour moi maintenant, ça a toujours été, mais ça a été oublié, il faut qu'il ait de la curiosité, de la culture générale, qu'il ne regarde pas la vente avec les outils de la vente. Il faut qu'il aille regarder la littérature, l'art, voilà, qu'il capte l'air du temps sur plein de sujets, qu'il ait d'imagination. C'est un créatif, c'est quelqu'un. Et c'est vrai qu'il faut que les entreprises ne les mettent pas dans des petites boîtes à nourrir la bête numérique, des datas. Il faut lâcher le tigre qui est... Non, mais c'est vrai... Il y a une phrase que j'aime bien, si tu vois tout en gris, déplace l'éléphant. Là, il faut qu'on déplace l'éléphant et puis qu'on aille vers quelque chose de positif et qui font que aussi des très bons vendeurs, c'est peut-être des gens qui auront fait des études littéraires. On le dit depuis des années, on n'a jamais réussi à vraiment le prouver. Mais moi, j'y crois dur comme fer. Des historiens, des géographes, à condition qu'ils comprennent que vendre, c'est quelque chose aussi, c'est faire du commerce, c'est être en commerce. C'est pas simplement faire du fric. Amen. Merci Isabelle. Clap de fin pour cette émission. Et avant de te retrouver dans le prochain Radio Jab, j'ai un truc à te demander. Tu vas partager cet épisode avec 2 personnes. La première, parce que tu penses que ça peut l'aider. La deuxième, parce que tu penses qu'on devrait la recruter. Chez Jab, on est tout le temps à la recherche de nouveaux talents. Alors si tu connais quelqu'un qui veut travailler dans un environnement aussi stimulant et exigeant que le BCG, mais avec le swag de Nike et de Travis Scott, tu nous l'envoies. Quand t'as fini tout ça, tu nous mets 5 étoiles sur Apple Podcast et moi je te dis à la prochaine sur Radio Jab.